Peu importe que tu sois employé, entrepreneur, PDG, tôt ou tard, tu vas devoir utiliser le marketing pour ton entreprise ou pour toi. C'est la compétence fondamentale qui peut le plus influencer ta vie et t'aider à attirer tout ce que tu veux plutôt que d'essayer de courir après l'argent, la gloire ou les filles. Quand tu as un bon marketing, tu attires à toi. C'est 1000 fois plus facile et plus agréable et je te garantis que si tu regardes cette vidéo en entier, tu vas apprendre quelque chose et tu vas progresser. Alors commençons tout de suite. Ah, et juste rapidement, normalement vous devriez vous demander pourquoi me faire confiance. Et ça, c'est parce que j'ai commencé à vendre mes premiers produits à partir de 15 ans. Mon premier gros succès, ça a été une marque de bracelets. Après, j'ai eu une agence de marketing avec laquelle j'ai dépensé des millions sur Facebook. J'ai vendu à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Donc ça fait 15 ans que je fais du marketing et depuis quelques années, je vends plus que des PDF et des produits digitaux parce que c'est quand même ce qui m'offre la plus grande liberté. Donc bref, je sais de quoi je parle quand je parle de marketing. Retour à la vidéo. La définition généralement utilisée pour le marketing, c'est l'activité de promouvoir pour vendre un produit ou un service. Mais la vérité, c'est que c'est beaucoup plus que ça. Tu dois attirer et garder les clients pour qu'ils achètent plusieurs fois, mais tu dois aussi être capable de livrer ce que tu as promis. Parce que pour que ton entreprise ait vraiment du succès, tu ne dois pas seulement avoir des clients qui commandent une fois. Tu dois avoir des clients qui te recommandent plusieurs fois. Tu dois être dans une situation où tes clients ont plus envie de dépenser chez toi que chez tes concurrents. Et s'ils sont satisfaits du premier produit, ils en rachèteront. Et grâce à ces achats répétés, tu peux dépenser plus que tes concurrents. Non seulement pour obtenir le client, mais aussi pour bien le servir. Puisque si tu lui donnes plus que ce qu'il attendait la première fois, il va recommander. Et ça te coûte toujours moins cher de convaincre un ancien client satisfait de racheter chez toi plutôt que d'aller en convaincre un nouveau. Donc ça nous amène à la première étape. Le bon produit contre le bon marketing. Alors là, il y a toujours deux clans qui se battent. Il y a ceux qui disent que si tu as un bon produit, tu n'as pas besoin de marketing, puisque ton produit est tellement bon que les gens vont en parler autour d'eux, que le bouche à oreille va fonctionner et que tu n'as pas besoin de marketing. Et ensuite, il y a ceux qui pensent qu'au contraire, tout ce dont tu as besoin, c'est du marketing. Et avec un bon marketing, tu peux vendre n'importe quoi. Et personnellement, je pense que les deux se trompent. Ce n'est pas à propos du produit ou du marketing, mais c'est vraiment la combinaison des deux. Tous les business ne sont pas sexy et juste se concentrer sur le produit parce que c'est tout ce dont tu as besoin pour réussir est un mensonge. Il y a tellement d'entrepreneurs qui échouent à cause de ça. Ils mettent 2 ans à faire le produit ou le service parfait, ils lancent leur business et ils n'ont aucun client. Même s'ils ont un bon produit, ils ne peuvent jamais scaler parce qu'ils ne font pas d'efforts sur le marketing. Alors au début, ok, ils vont essayer de démarcher au téléphone pour essayer de fourguer leurs produits. Mais ensuite, ça devient leur job d'essayer de trouver des clients. Et franchement, ça c'est pire qu'un vrai travail parce que t'as pas de vacances, tu bosses 70 heures par semaine au lieu de 35 et tu finis en burn-out. Et de l'autre côté, il y a ceux qui ne se concentrent absolument pas sur le produit ni sur l'expérience client, mais qui sont forts en marketing. Donc eux, ils arrivent à attirer beaucoup de clients et ça fonctionne fort au départ, sauf que tout le monde se rend vite compte que son produit est daubé. Il va avoir des avis négatifs de partout et le business va disparaître. C'est ce qui s'est passé avec le dropshipping par exemple. Mais ceux qui font ça sont en permanence en train de chercher la nouveauté, le nouveau business, le nouveau marché, parce qu'ils ne se concentrent jamais sur le produit. Et si on regarde les marques qui réussissent le mieux, comme Apple par exemple, ils ont des produits exceptionnels qu'ils marketent exceptionnellement bien. Donc il faut absolument arrêter de choisir l'un ou l'autre, ce qui nous amène à la deuxième étape. Vends quelque chose dont le marché a besoin. Quand j'ai commencé ma première entreprise, je vendais des bracelets, parce que j'aime les bracelets. Mais j'ai découvert que les mecs ne portaient globalement pas de bracelets. Donc, ok, j'ai réussi à être vendu dans quelques concept stores de Bobo et aux Galeries Lafayette, mais en vrai, le marché n'avait pas véritablement besoin de ce produit. Donc au lieu d'avoir une offre irrésistible qui répondait parfaitement à un problème, j'utilisais des arguments pour convaincre mes revendeurs. Sauf que la demande ne venait pas à moi. Je devais aller contre-courant et les convaincre qu'il fallait absolument qu'ils vendent des bracelets dans leur magasin. Mais le désir n'était pas assez intense. Et ça, pour t'en rendre compte, quand tu lances un business, tu dois te lancer avec un minimum viable product ou une minimum viable offer ou MVP. C'est une première version de ton offre de service ou de ton produit pour voir si les clients sont prêts à acheter. Tu es obligé de faire ça pour tester la demande du marché et seulement après, une fois que tu as vérifié que le marché désire ton produit, à ce moment-là seulement, tu peux créer la version complète de ton produit ou de ton service. Parce qu'en réalité, tout le monde a une idée de business, mais ils ne le lancent pas parce qu'ils ont vu que ça existait déjà, qu'ils connaissaient quelqu'un qui n'a pas réussi dans ce domaine et ils attendent toute leur vie pour avoir une idée 100% unique qui n'a jamais été faite. Mais c'est une stratégie terrible. Au contraire, tu dois chercher un marché dans lequel il y a déjà du monde. Si des entreprises font ce que tu veux faire, ça veut dire qu'il y a de la demande. Ça veut dire que les gens ont ce besoin et qu'ils sont prêts à payer. Ensuite, tu peux apporter tes avantages et te différencier. Et attention, on ne se différencie jamais avec un prix bas. On ne veut jamais être le moins cher.
Si tu es le moins cher, ça veut dire que tu fais moins de marge. Donc tu ne pourras pas investir en publicité, tu ne pourras pas investir dans le développement des nouveaux produits et tu ne pourras pas embaucher les meilleurs talents. Les stratégies low cost, c'est réservé aux milliardaires et toi tu as besoin de faire des marges fortes pour investir beaucoup au début. Et mon conseil, c'est de créer un business dont tu aimerais être le client. Mais ça nous amène à la troisième étape, marketing direct vs branding. Parce que ça, on entend beaucoup de conneries du style faut créer sa marque, c'est pas du dropshipping, moi c'est une marque. Mais alors faire un logo sur Canva et le mettre sur un produit, c'est pas une marque. Une marque, c'est quand tu es prêt à payer un produit plus cher dans ce magasin plutôt qu'un autre parce que tu aimes ce magasin. Et on va voir ce que c'est dans un instant, mais commençons par voir ce que c'est le marketing direct. C'est la stratégie qui consiste à mettre ton message devant une audience pour qu'elle réagisse immédiatement. Voir plus, télécharger, acheter, commander, visiter le site, s'inscrire, tout ça, c'est des publicités en marketing direct. Et en face, il y a le marketing de marque qui sert juste à rappeler au monde qu'elles existent et qu'elles sont cool. Et quand on demande aux gens quelles sont les meilleures marques au monde, Apple revient souvent. Même Apple a commencé avec du marketing direct. Apple au départ, ils appelaient des revendeurs d'ordinateurs pour qu'ils les représentent dans leur magasin. C'est du marketing direct. Puis en grossissant, petit à petit, ils ont gagné le droit de devenir une marque. Parce que c'est un point sur lequel les gens se disputent. Soit ils ne sont que pour le marketing direct, soit ils ne sont que pour le branding. Mais la réalité, c'est que les deux fonctionnent. LVMH, qui possède Louis Vuitton, Sephora, Moët & Chandon, ils dépensent 16 milliards par an en communication. Mais ne vous comparez pas à ça. Et je vois trop de gens qui parlent de leur site avec leur charte graphique, leur logo, leur palette de couleurs. Mais c'est pas du tout ça avoir une marque. Pour avoir une marque, vous devez avoir des clients qui préfèrent acheter votre produit plutôt que celui de la concurrence parce qu'ils vous font confiance et qu'ils veulent montrer qu'ils appartiennent à votre groupe. Un polo noir Zara vaut moins cher qu'un polo noir Lacoste parce que le logo montre qu'on appartient à un certain milieu, qu'on s'identifie à ce monde et les gens sont prêts à payer plus cher pour l'avoir. Ça, c'est une marque. Mais pour démarrer, vous avez besoin de cash. Donc vous êtes obligé de commencer avec du marketing direct. Et si vous n'avez pas de budget, ça peut être envoyer des messages à des prospects, passer des coups de fil pour des marchés, créer du contenu organique ou poster sur des forums. Mais c'est seulement après plusieurs étapes que vous pouvez avoir une marque. Donc vous commencez avec du marketing direct, vous gagnez un peu d'argent, vous comprenez ce que veulent vos clients, vous améliorez votre produit, les gens commencent à l'aimer, à en parler et là ça s'accélère et vous pouvez commencer à développer les différents aspects de votre marque. Pas avant. Point numéro 4, trafic payant ou organique. Ici, il y a encore deux équipes ultra divisées. Certains pensent que si tu n'es pas capable de dépenser de l'argent pour gagner un client, tu ne pourras pas grossir. Et il y en a d'autres qui pensent qu'il faut grossir de façon organique et attendre que le bouche à oreille fasse son travail. Mais en réalité, ils ne réalisent pas que les deux sont payants. La publicité, elle coûte de l'argent et l'autre, elle coûte du temps. La publicité gratuite, ça n'existe pas. Le trafic organique, il est souvent présenté comme gratuit, mais c'est super faux. Ça coûte de l'argent d'avoir des caméras, des lumières, un micro. Ça me prend du temps de ma journée. Et il va y avoir des monteurs, donc ça aussi, ça a un coût qu'il ne faut pas négliger. Et quand j'ai commencé, j'ai démarré qu'avec du trafic payant et de la publicité parce que ça prend peu de temps, ça permet d'accélérer et il fallait que je gagne beaucoup et vite. J'avais besoin d'argent. Mais ensuite, j'ai découvert l'organique et honnêtement, le potentiel est dément. Pour mon guide, avec les meilleurs restos de Bali par exemple, je fais que du contenu organique. Il y a une publication par jour sur tous les réseaux et ce site me génère 1600 € de bénéfices sans publicité. Il y a juste un peu de retargeting. D'ailleurs, là encore, tiens, ça montre qu'il faut faire les deux. Le retargeting, c'est quand on recible les personnes qui sont allées sur le site. Donc les personnes me découvrent en organique, elles cliquent sur le lien du guide, ça veut dire qu'elles sont intéressées et ensuite elles se prennent des pubs pour leur rappeler que j'existe. Donc le contenu organique nourrit le trafic payant. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Pour le programme Online Freedom, comme j'ai envie de grossir vite, je dépense en publicité. Sauf qu'au départ, juste sur une publicité, les gens ne me connaissent pas, donc ils ne me font pas confiance et ils ne vont pas acheter. Mais ensuite, ils vont découvrir que j'ai une chaîne YouTube où je montre que je sais de quoi je parle. Ils réalisent que je peux vraiment les aider et au final, ils finissent par acheter le programme. Donc ici, le trafic payant est renvoyé sur du contenu organique. Et en plus, aujourd'hui, avec Instagram, TikTok, on peut essayer autant de messages publicitaires que l'on souhaite. Autant d'accroches, autant de styles qu'on veut sans rien dépenser. Donc ça permet de découvrir ce qui marche en trafic organique pour ensuite faire exploser les résultats en l'amplifiant avec la publicité. Parce qu'aujourd'hui, on fait plus vraiment de funnel de vente comme on le faisait à une époque où on faisait une pub, on chopait un email, on envoyait des emails jusqu'à ce que la personne achète. Ça peut fonctionner, c'est bien pour débuter, mais c'est pas la meilleure façon de faire. Pour Online Freedom, les gens peuvent me découvrir avec une pub sur TikTok, ils voient une vidéo sur YouTube, je les retarget sur Insta, ils s'inscrivent à une newsletter, ils se prennent des mails, je finis par leur envoyer un SMS et enfin ils achètent. Mais aujourd'hui, chaque réseau et chaque type de contenu nourrit l'autre. Et même si on commence avec une seule source de trafic au départ, dès que possible, on doit en ajouter une deuxième. Et si vous voulez que je vous montre comment transformer une newsletter en une trentaine de contenus, je vous développe précisément comment le faire dans la vidéo que je vous donnerai à la fin. Mais s'il vous plaît, arrêtez d'hésiter entre trafic payant ou organique.
pour aller loin, il faut obligatoirement faire les deux. Ce qui nous amène au point numéro 6. Toujours avoir une bonne histoire. C'est ce qu'ils appellent le storytelling en ce moment. Mais en fait, c'est la meilleure façon pour développer son entreprise de très très loin. Et en ce moment, tout le monde en parle sans vous dire quelle est vraiment la meilleure façon d'améliorer votre storytelling. Mais c'est ce que je vais faire pour vous aujourd'hui. La meilleure façon d'apprendre, c'est de commencer par écrire. Au début, on le fait pas à l'oral. Et la première étape, c'est de commencer à choisir le but de votre message. Quelle est la mission de ce message? Ensuite, on se concentre sur le vocabulaire. Si vous étudiez les youtubeurs les plus importants, les livres qui ont le plus de succès, les animateurs télé les plus regardés, les personnes qui sont élues et ceux qui arrivent à vraiment faire passer des messages clairement pour convaincre, ils utilisent tous un vocabulaire très simple et des tournures qu'un enfant de CE1 pourrait comprendre. Et la raison pour laquelle ça fonctionne, c'est parce que votre message doit être facile à consommer. Si vous partez dans des discours grandiloquents avec un vocabulaire riche et suranné, vous allez être difficile à comprendre et vous allez perdre des gens. Je suis sûr que je vous ai perdu avec suranné, ça veut dire ringard. Et si vous voulez une application super pour analyser le niveau de votre vocabulaire et vérifier qu'il soit clair à comprendre, c'est le site Hemingway App. Ça marche en français et même avec la version gratuite, vous pouvez vachement améliorer votre texte. Ensuite, pour un bon storytelling, il faut que vous trouviez votre style de communication. Honnêtement, on ne vous apprend jamais à communiquer alors que c'est hyper important. Avec la bonne communication, on peut tout obtenir. Donc vous devez absolument vous libérer des créneaux pour vous améliorer. Entraînez-vous à écrire, entraînez-vous à parler, entraînez-vous devant la glace, filmez-vous. Essayez de repérer des tics qui peuvent vous rendre désagréables, peu clairs, peu compréhensibles. On évite les et jamais de phrases toutes faites si ce n'est pas pour créer une connexion. Et on arrête toutes les expressions toutes faites comme à l'heure d'aujourd'hui, genre, faut savoir que, faut vraiment arrêter, ça brouille le message et ça fait neuneu, donc on supprime. Ensuite, le point suivant pour améliorer votre storytelling, c'est les accroches et la situation. L'accroche, c'est ce qui va vous permettre de capter l'attention et de réveiller la personne en face de vous pour qu'elle écoute ce que vous êtes en train de dire. Et une bonne accroche, ça a 100 fois plus de valeur qu'une vidéo avec une qualité incroyable et des effets 4K magnifiques. C'est vraiment un point sur lequel vous devez passer du temps. C'est extrêmement important de réfléchir à vos accroches. Parce que si elle est mauvaise, la personne ne verra jamais la suite de votre message. Par exemple, dans mes mails, il y a généralement une photo qui capte l'attention au début. Comme ça, le prospect voit une image qui l'étonne et il va lire un peu. Et pour trouver des idées, il faut étudier le marché. Vous pouvez aller sur Insta, regarder les Reels, les TikTok, regarder les vidéos qui ont le plus de vues et étudier très précisément ce qu'il se passe dans les 3 premières secondes. Et enfin, le dernier point pour un storytelling réussi, c'est de se concentrer sur ce que vous dites plus que sur la façon dont vous le dites. La majorité des personnes passent leur temps à ajuster leur vocabulaire et à modifier un peu leurs phrases. En vrai, ça sert à rien. Vous devez surtout vous concentrer sur ce qui compte pour le client pour le rassurer. Et pour découvrir ce qui compte pour vos clients, le mieux c'est de leur parler, de lire les avis de vos concurrents, regardez ce qui se dit sur les groupes Facebook, les questions qui sont posées à votre service client. Et ensuite, une fois que vous avez compris leurs problèmes, leurs peurs et leurs désirs, vous pouvez utiliser les mêmes mots qu'eux pour définir clairement le problème qu'ils ont. Et si vous arrivez à utiliser le même vocabulaire, vos arguments fonctionnent immédiatement parce qu'ils ciblent avec précision les douleurs de vos clients. Ce qui nous amène au point suivant, l'attention. La première vente que vous devez faire, c'est de convaincre la personne de vous regarder. Parce que le concurrent, ce n'est plus le magasin en bas de la rue qui vend le même produit. Vous vous battez contre toutes les autres distractions qui peuvent capter l'attention et le temps de votre prospect. Netflix, Insta, YouTube, Dan Bilzerian qui nourrit un ours, le compte de Emrata, c'est face à ça qu'on doit se battre. Donc votre contenu, qu'il soit organique ou payant, s'il n'a pas d'âme, qu'il est ennuyant et qu'il ne se bat pas violemment pour choper l'attention des prospects, vous êtes mort avant d'avoir commencé. Votre client, il doit avoir envie de regarder votre pub plutôt que tout le reste. Parce que la meilleure façon d'avoir le plus de personnes qui arrivent à la fin de votre tunnel de vente et qui achètent, c'est de garder leur attention le plus possible sur tout ce que vous faites. Et pour y parvenir, il vous faut des accroches fortes, un bon storytelling, un style unique et un bon packaging pour votre contenu. Ce qui nous amène au point numéro 7. Vous devez devenir désirable et ne jamais vendre. Le premier but du marketing, c'est de rendre la vente évidente. On doit rendre notre produit tellement sexy que les clients veulent l'acheter. Les gens doivent venir vous voir en voulant déjà acheter ce que vous proposez. Vous pouvez penser au magasin Apple. Les vendeurs n'ont jamais besoin de vous convaincre que c'est les meilleurs téléphones. Ils sont juste là pour prendre votre commande et ils ont gagné ce droit. Ils ont construit des ordis qui résolvent les problèmes de la façon la plus élégante possible. Ils ont leur propre style et ils peuvent vendre plus cher grâce à ça. Et ok, les produits sont cool, mais ils sont aussi extrêmement doués en marketing. Ils arrivent à nous montrer nos douleurs, à nous présenter comment ils vont les résoudre et à nous montrer le produit qui est unique, stylé et plus excitant que tout le reste. Donc si vous êtes dans une situation où les gens ne sont pas en train de faire la queue pour vous donner de l'argent, la raison pour laquelle ils ne sont pas dans la file, c'est parce que vous n'êtes pas encore assez bon. Vous n'avez pas encore créé assez de demandes, vous ne faites pas assez de marketing ou alors il n'est pas efficace et il ne donne pas confiance en vous. Ce qui nous amène au point numéro 8. Le prix.
Le prix, c'est ce que vous payez, la valeur, c'est ce que vous recevez. Pour que le client achète, il faut que la valeur pour le client soit plus importante que le prix qu'il paie. Donc la théorie, c'est qu'il faut jouer avec l'élasticité du prix, il faut que tu réfléchisses à l'endroit où tu peux positionner ton prix pour continuer à faire le maximum de ventes. Mais dans la vraie vie, tu dois juste tester plein de prix et ne pas faire la même erreur que la majorité des business. Pour fixer leur prix, ils se contentent de regarder combien ça leur coûte et ensuite de multiplier le coût par un chiffre qu'ils ont décidé. Et ça, c'est la pire chose que vous puissiez faire parce que la plupart du temps, ils n'incluent pas tous les coûts déjà. Ça n'inclut pas les pubs, le budget pour tourner les vidéos, les équipes, les frais de recherche pour améliorer le produit. Il y a plein de frais qui n'apparaissent pas là-dedans. Et ensuite, vous ne savez pas si vous ne pourriez pas faire moins de ventes, mais générer beaucoup plus de marge sur moins de clients. Donc ce que vous devez faire à la place, c'est donner une valeur au problème que votre produit résout. Vous devez vous demander combien le client est prêt à mettre pour résoudre ce problème. Et soyons clairs, plus vous pouvez gagner d'argent, plus vous pourrez réinvestir dans votre produit pour l'améliorer. Par exemple, dans le cas de mon programme pour vendre des produits digitaux, ça me permet d'embaucher les meilleurs coachs pour suivre mes clients, ça me permet de faire plus de vidéos pour mes clients, elles sont plus claires, elles sont de meilleure qualité, elles sont mieux montées, ça me permet aussi de payer des personnes pour intervenir sur certains points dans lesquels d'autres personnes sont meilleures que moi, et ça me permet même de continuer à acheter toutes les formations pour que je puisse continuer de leur ajouter ce que j'apprends. Et grâce à tout ça, mes clients ont les meilleurs résultats, ça commence à se savoir. J'ai de plus en plus de clients et j'augmente mes prix régulièrement. C'est un cercle vertueux. Numéro 9. D'ailleurs, c'est le moment pour moi de vous parler du sponsor de cette vidéo, onlinefreedom.fr. Alors vous avez sûrement déjà réalisé que tous les entrepreneurs en ligne ne font en réalité pas le business qu'ils vous encouragent à faire. Qu'ils vous poussent dans l'IMO, la bourse, la crypto, le dropshipping, le e-commerce, l'IA, en réalité, ils vendent tous des produits digitaux. Et je pense qu'aujourd'hui, vous devriez plutôt commencer à faire ce qu'ils font plutôt que de continuer à faire ce qu'ils disent. Donc vous devez vous aussi commencer à vendre des produits digitaux. Et pour y parvenir, j'ai fait une méthode étape par étape. Le lien est dans la description. On passe tout de suite au point numéro 10. Soyez audacieux. Plus vous aurez de succès, plus vous gagnerez d'argent, plus vous pourrez prendre de grandes décisions. Parce que pour avoir du succès au début, vous avez juste besoin de suivre quelques étapes. Vous commencez par choisir le bon business model, vous appliquez la méthode et ça fonctionne. Mais pour vraiment passer des barrières et obtenir ce que personne n'a, vous devez faire ce que personne ne fait. Et la meilleure façon de réussir, c'est de prendre des risques, de faire des choses que personne dans votre marché n'a jamais fait. Et ce sont ces choses qui vont vraiment vous donner les résultats que les autres n'ont pas. Plus j'ai essayé de choses, plus j'ai pris de risques et plus ça a fonctionné pour moi. Pour reprendre l'exemple d'Apple, au moment où ils étaient au top, ils avaient les pubs les plus novatrices. Et c'est comme ça qu'ils se sont vraiment démarqués. Ce qui nous amène au point numéro 11. Maîtrise un canal. Dans le marketing, il y a la capture de la demande et la génération de la demande. Et on ne peut pas commencer par les deux en même temps. Donc s'il existe des personnes qui recherchent activement ce que vous vendez, la solution la plus simple pour vous, c'est de capturer la demande. Ça veut dire que si des gens font des recherches sur Google, ils doivent trouver votre résultat. Mais ce n'est pas la seule méthode. Pour mon programme, il y a des forums où les gens cherchaient comment vendre des produits digitaux et ils discutaient entre eux. Je suis allé parler à ces gens et ça a été mes premiers clients. Super easy. Eux, ils sont en train de chercher ce que vous proposez. C'est des clients qui ont une douleur importante, vous n'avez pas besoin de les accrocher et ils sont déjà prêts à commander tout de suite pour ne plus souffrir. Et utiliser des stratégies comme ça pour capturer la demande, c'est génial pour gagner quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Mais la génération de la demande, c'est là où on gagne des millions. En étant capable de sortir dehors et de présenter des publicités, des offres et des accroches qui font que les personnes veulent découvrir ce que vous avez et si vous êtes capable de leur donner envie d'acheter votre produit, c'est à ce stade qu'on peut vraiment pousser loin les revenus. Parce qu'on n'est plus limité par les gens qui cherchent exactement le produit qu'on a à leur vendre. Par contre, générer la demande, ça demande plus de compétences parce qu'il faut être capable de prendre quelqu'un qui n'est absolument pas intéressé par ce que tu proposes. Donc il faut piquer sa curiosité, lui montrer qu'il en a besoin et l'amener à l'acheter. C'est ce qui nous amène au point 12, la théorie du marché. Dans tous les marchés, il y a 3% du marché qui veulent acheter. Ils savent qu'ils ont un problème, ils vont sur Google, ils sont en train de chercher une solution. Et s'ils tombent sur toi, c'est pour toi. Ensuite, il y a 17% qui font des recherches. Ils ne sont pas prêts à acheter tout de suite, ils ne veulent pas pour l'instant, mais ils y réfléchissent et ils veulent en savoir plus. Par exemple, ils veulent se mettre au sport, ils veulent une salle, ils comparent les différentes salles de sport près de chez eux. Ensuite, on a 20% du marché où les gens sont au courant du problème. Ils savent qu'ils sont en surpoids, ils savent qu'ils ne gagnent pas assez pour être libres, ils savent qu'ils vont devoir changer de voiture, mais ils ne sont pas encore en train de chercher laquelle ils vont acheter. Et ensuite, on a les 60% restants qui ne sont pas au courant du problème. Et le but, quand on est vraiment bon en marketing, c'est d'aller vers ces personnes et d'être capable de capter leur attention, de maintenir leur intérêt, de faire monter leur désir pour ce qu'on leur propose et enfin de leur faire une offre pour qu'ils achètent. Je peux faire un exemple. Tu sais que si tu avais des abdos, tu aurais plus confiance en toi, tu te sentirais mieux, tu pourrais aller parler aux filles et enfin sortir avec la fille de tes rêves. Alors découvre la méthode utilisée secrètement par les meilleurs TikTokers pour se faire harceler par les filles en DM. Ça par exemple c'est un super speech pour aller chercher les 60% d'adolescents qui s'en fichent des abdos parce que j'ai déplacé le problème. Ils veulent peut-être pas d'abdos mais ils veulent tous pécho, donc tout à coup ils sont intéressés.
Et quand tu atteins ce stade, c'est ici que ton business et ta vie explosent et passent dans un autre monde. Ce qui nous amène au point numéro 13, l'argent rapide ou le gros argent. Plus l'horizon de temps est long, plus grosse est la récompense. Si vous cherchez à gagner le plus d'argent possible aujourd'hui, alors vous renoncez à énormément d'argent demain. Si on prend mon exemple, je suis plutôt bon en marketing, donc je pourrais vendre un programme avec une formation, un coaching et un suivi de merde. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas là pour prendre un billet rapide. Je suis là pour que ça me rende très riche pendant les 15-20 prochaines années. Et pour ça, il faut que j'ai le plus d'élèves qui réussissent et il faut que les avis de mes élèves soient parfaits. Donc je sacrifie une partie de mes bénéfices aujourd'hui pour construire la meilleure plateforme, pour que mes élèves aient le meilleur template, qu'ils puissent être accompagnés par des coachs qui ont de l'expérience, que les vidéos soient bien montées, pas chiantes à regarder et qu'ils puissent profiter de tout ça pour un prix franchement abordable. Donc aujourd'hui, mon programme n'est pas encore au juste prix par rapport à ce qu'il me coûte et à la qualité et la valeur qu'il fournit. Mais dans quelques mois ou quelques années, il y sera. Et là, il n'y aura pas de négo et les gens afflueront parce qu'on aura fait nos preuves. Mais aujourd'hui, je renonce à vendre une formation très chère où je fais une méga marge et j'investis massivement dans le suivi des élèves pour être sûr qu'ils réussissent. Mais comme ça, dans 10 ans, quand les projections de Forbes auront eu lieu et que tout le monde apprendra avec des cours en ligne, j'aurai le programme incontournable pour être sûr de réussir à vendre des produits digitaux et peut-être que je pourrais me permettre de charger les mêmes montants que les écoles de commerce, parce que j'aurai des meilleurs résultats. Mais on peut aussi prendre l'exemple d'Amazon, qui a perdu de l'argent pendant des dizaines d'années avant de ralentir ses investissements et finalement exploser. Eux aussi, ils ont renoncé à une partie de leur premier bénéfice et ont tout réinvesti pour avoir un service client impeccable, une livraison rapide et enfin devenir numéro 1. Mais pour réussir ça, il ne faut pas se demander quelle voiture on va acheter l'année prochaine. Il faut réfléchir à l'endroit où on veut se trouver dans 10 ans. Quel type de business vous voulez diriger et quel type de vie vous voulez avoir. Quand vous commencez à réfléchir sur un aussi long horizon de temps, ça change votre perception sur la façon dont vous investissez votre énergie et votre argent. Par exemple, ça m'a vraiment forcé à mieux me former et à plus investir dans le business et dans la satisfaction de mes clients plutôt que de continuer à louer des avions. Mais la vérité, c'est que la majorité des gens ne veulent pas devenir riches, ils veulent être riches. Et en vrai, quand tu gagnes 20-30 000 par mois, tu as l'impression que tu es riche et que tu peux voler en business class. Mais la vérité, c'est qu'un vol en business, ça coûte 2 mois de salaire d'un freelance. Et qu'en l'embauchant, tu peux vraiment avancer ton business. Donc, si vraiment c'est ton but, fais-le claquer une fois, mais ensuite, attends un peu. Parce que pour être riche, il suffit de viser long terme et de ne pas lâcher quand les autres le font. En vrai, je pourrais, avec le bon marketing, ça se fait. Je prends un billet pendant 2 ans, je me fais insulter, je disparais. Et c'est la stratégie de certains, ils sont faciles à reconnaître. Mais ce n'est pas la mienne, je serai là dans 10 ans avec le meilleur programme pour vendre des produits digitaux, avec le plus de personnes qui auront réussi. Ce qui nous amène au point suivant. Étape 14, concentre-toi sur les compétences qui ont une longue durée de vie. D'ailleurs, ça marche aussi pour la vie en général, mais quand tu as un business, il y a vraiment une infinité de domaines sur lesquels tu peux passer du temps et qui peuvent marcher. Bon, au début tu dois un peu tout faire pour démarrer, mais ensuite plus tu as de succès et plus ça fonctionne, plus tu peux te dégager du temps. Et à ce moment-là, tu dois t'organiser pour pouvoir te concentrer sur ce qui va vraiment durer. Passe du temps à développer des compétences que tu vas pouvoir utiliser dans toute ta carrière. Par exemple, la monétisation TikTok, ce n'est pas un bon business sur lequel se concentrer. Ça peut être coupé ou remis du jour au lendemain. Ils peuvent faire comme YouTube et rémunérer de plus en plus mal. Et ce qu'on connaît de TikTok aujourd'hui sera entièrement différent dans 10 ans. Donc je vais certainement pas passer 1 an à essayer de devenir le meilleur pour monétiser TikTok. La durée de vie de cette compétence est beaucoup trop courte. En revanche, comprendre comment utiliser la dette pour faire grossir son patrimoine, apprendre à se créer une source de revenus en ligne en vendant des produits digitaux, savoir comment bien analyser un marché pour savoir où se lancer, ce sont des compétences qui fonctionneront toujours et qui vous permettront d'avoir un avantage. Et ce sont elles que vous pourrez utiliser pour avoir les meilleurs leviers pour faire fonctionner vos investissements, votre boîte, votre vie. Et c'est grâce à elles que vous obtiendrez les meilleurs rendements. Étape numéro 15, passe 80% de ton temps à réfléchir comment augmenter la LTV de ton client. La LTV, c'est la Lifetime Value. C'est la somme que ton client va dépenser chez toi pendant sa vie. Et ça, c'est une erreur qu'on voit en permanence. Les petits entrepreneurs fauchés qui sont obsédés par les petites techniques pour faire baisser leur coût d'achat. Ils passent de Facebook Ads à Snapchat Ads à TikTok Ads pour payer les pubs le moins cher possible. Ils font des promesses folles qu'ils ne peuvent pas tenir. Et leur but, c'est de dépenser le moins possible pour faire une vente. Mais en réalité, tu ne dois surtout pas faire ça. Ce que tu dois faire, c'est surtout te concentrer sur comment je fais pour fournir un meilleur produit ou service pour que les gens aient envie d'acheter plus et n'aillent pas voir les concurrents en leur fournissant une expérience tellement exceptionnelle que mon client va rester chez moi et dépenser plus que chez tous mes concurrents. Et grâce à cette approche, je n'ai pas besoin de m'obstiner sur les stratégies les plus folles pour trouver un client en dépensant le moins possible. Parce que je m'en fiche un peu de dépenser 20 ou 30 euros de plus pour acquérir un client. Parce que comme il va être satisfait de mon produit, quand je lancerai un nouveau produit, il sera peut-être tenté de me l'acheter.
Par exemple, les clients de mon guide sur Bali, je leur ai dit que je faisais un programme pour apprendre à vendre des PDF et des formations. Je leur ai envoyé un mail et comme ils étaient satisfaits du guide sur Bali, que globalement c'est des digital nomades et des gens qui ont envie de voyager en bossant, ils voulaient voir comment je fais et surtout je n'avais pas brisé leur confiance avec le premier produit. Donc ils m'en ont acheté un autre beaucoup plus cher avec un seul email. Franchement, easy money. Ce qui nous amène au point numéro 16. Les personnes avancées font toujours les basiques. On voit beaucoup de débutants obsédés par les stratégies les plus avancées et les plus compliquées. Mais quand vous lisez la biographie des milliardaires ou que vous regardez leurs interviews, en réalité, on a l'impression qu'ils ne font rien d'incroyable et qu'ils ne donnent jamais leurs secrets. Ils nous filent jamais la meilleure pub que l'on puisse faire, la meilleure tactique qui leur a permis de vraiment réussir, et ils parlent toujours de on a essayé de faire le meilleur produit, comme on avait le meilleur produit on a pu vendre plus cher et du coup on a pu embaucher les meilleures personnes et on a continué d'investir pour continuer de faire le meilleur produit. Et en fait la vérité c'est que ces milliardaires et ceux qui réussissent, ils font vraiment juste les basiques. Contrairement aux petits mythos en ligne qui essaient de vous vendre les meilleurs hacks pour doubler votre chiffre d'affaires, la technique secrète pour gagner des milliards avec l'intelligence artificielle, celle qui vient des US. Mais la vérité c'est que la plupart du temps ces personnes elles n'ont pas de gros business parce qu'elles ne suivent pas les basiques et ils sont obsédés par la nouvelle option de targeting sur Facebook. Alors si vous voulez, je peux vous faire économiser un paquet de temps maintenant, on s'en bat absolument la race. Tu fais juste les fondamentaux, tu les fais extrêmement bien et tu vas enjamber les bouffons qui te parlent du nouveau chat IA à mettre sur ton site internet. En réalité, en plus, le chat IA, il va ralentir ton site et il vaut mieux un site qui charge vite plutôt qu'un petit bot en bas à droite que personne ne va utiliser. Étape 17. Abonne-toi à cette chaîne. C'était un peu honteux, mais si t'as appris un truc, ça me ferait vraiment plaisir. Tu peux aussi commenter, liker, pour qu'on se partage tous dans l'amour entre nous et qu'on soit pas comme dans les gens du numéro 18. Numéro 18, les gens sont sceptiques. Ces dernières années, avec YouTube, TikTok et Insta, les barrières à l'entrée pour vendre des trucs sur Internet est de plus en plus basse. Donc il faut faire de plus en plus attention à qui on croit et on peut avoir l'impression de parler à Brad Pitt. Du coup, il y a énormément de personnes qui en profitent. Les faux dropshippers qui livraient pas, les influenceurs forex, les arnaques OnlyFans, les NFT. Il y a plus de vendeurs de rêves que jamais auparavant. Et ça crée un énorme doute chez les clients. Ils sont plus sceptiques que jamais et il faut s'en souvenir à chaque fois qu'on poste et qu'on communique. Parce qu'heureusement, contre les doutes des clients, il y a un remède. C'est la valeur. La seule façon de prouver à quelqu'un que tu peux l'aider et que tu sais de quoi tu parles, c'est en les aidant et en les conseillant. Il n'y a pas de phrase magique, il n'y a pas de hack marketing, même si une Lamborghini en arrière-plan, ça peut aider, mais il n'y a pas de méthode secrète. Et si vous voulez gagner la confiance de vos prospects et qu'ils arrêtent de douter, vous devez montrer que vous savez de quoi vous parlez en les aidant. Parce que si vous les aidez, les gens vont vous donner une chance, même s'ils se sont fait avoir dans le passé. Ils avaient peut-être fait moins de recherches et vous, ils voient que vous êtes pro, que vous êtes clean, que justement vous n'avez pas de lambeau en arrière-plan. Et en plus, vous montrez que vous êtes de bonne volonté en aidant aussi les gens qui ne vont jamais rien acheter chez vous en filant des conseils gratuits. Et en plus, les gens qui m'envoient des messages genre « Merci, t'as dit ça, je l'ai fait, ça marche », en vrai, c'est mes messages préférés. Même s'ils ne sont pas clients, c'est trop kiffant de voir qu'on a pu aider des gens. Et la deuxième stratégie pour lutter contre le scepticisme, c'est de montrer que vous avez la meilleure solution en vous comparant à vos concurrents. Et là, on peut montrer à nos prospects pourquoi les solutions qu'ils ont déjà essayées n'ont pas eu les résultats qu'ils attendaient et montrer comment nous, on va y répondre. Et si on prend un marché ultra saturé et compétitif comme la perte de poids par exemple, les clients qui sont dans cette niche, ils ont déjà fait plein de régimes, ils ont acheté des gummies brûle-graisse, ils ont déjà essayé d'être vegan, keto, l'équation diététique, mais pourtant ils sont toujours là en train de vouloir perdre du poids. Et vous devez être capable de montrer pourquoi toutes ces stratégies n'ont pas fonctionné et ensuite montrer le mécanisme derrière votre solution et la raison pour laquelle avec votre méthode ça va fonctionner. Si vous, votre truc c'est de faire du sport pour perdre du poids, vous pouvez leur dire qu'en plus de perdre des calories pendant l'exercice, c'est une solution long terme puisqu'ils vont pouvoir manger plus en augmentant leur métabolisme de base. Et ensuite, vous allez devoir montrer que votre solution est la meilleure du marché. Et si vous ne faites pas ça dans vos publicités, vos contenus, vos emails, votre communication, si vous ne montrez jamais aux prospects que ces objections et ces doutes sont justifiés, mais que votre solution y répond, alors votre taux de conversion restera faible. Ça nous amène au point numéro 19. Une offre irrésistible. Dans chaque transaction, il y a un risque. Et généralement, la plupart des commerçants remettent tout le risque sur le client. Ils disent généralement, voilà mon produit, il est cool, achète-le. Du coup, c'est le client qui va devoir vous croire, vous faire confiance et vous donner l'argent qu'il s'est embêté à gagner. Ça fait beaucoup de risques pour lui et il n'a pas très envie. Donc ce que vous voulez faire, c'est prendre la majorité du risque sur vous et le retirer du client pour qu'il ne prenne aucun risque. Et plus vous arrivez à faire ça, plus votre client va être susceptible d'acheter. Maintenant, le problème principal des entrepreneurs, c'est qu'ils n'osent pas prendre le risque de devoir rembourser les clients ou de garantir les résultats. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'on est là pour que notre business ait une super marge à la fin de l'année. Et avoir une meilleure conversion, ça va diminuer notre coût d'acquisition client. Et en plus, en réalité, aujourd'hui, on n'a pas le choix et on est obligé de faire des produits satisfaisants remboursés. Parce que si votre client n'est pas satisfait de votre produit ou de votre service,
tôt ou tard, ça va se savoir. Ils vont vous laisser une mauvaise note sur TripAdvisor, sur Booking ou sur Trustpilot. Ils vont signaler vos pubs. Vous allez devoir passer votre temps à vous battre contre vos clients insatisfaits, essayer de cacher les mauvais avis, vous battre avec Facebook. C'est chiant et vous n'allez pas durer. Tandis qu'à l'opposé, si quelque chose se passe mal, le client n'est pas content, il n'a pas le résultat qu'il devrait avoir, il vous le dit, bon, soit vous faites de votre mieux pour qu'il obtienne le résultat qu'il voulait, soit vous vous excusez, vous le remboursez et vous essayez d'améliorer votre produit et votre offre pour que le prochain client soit satisfait. Et aussi là, l'énorme astuce, c'est d'appeler le client au téléphone. Parce que c'est facile d'insulter quelqu'un à l'écrit par email, mais vous allez peut-être avoir l'impression que le client est hyper énervé, alors qu'en vrai, si vous l'appelez, vous montrez que vous êtes de bonne foi, vous faites de votre mieux, il va immédiatement se calmer. Par exemple, si vous deviez lui livrer un colis, il s'est perdu, ça arrive, il va pas vous en vouloir. Par contre, ce qu'il faut jamais faire, c'est de ne pas lui répondre. Ça, c'est la pire chose. Mais bon, on n'est pas dans le module service après-vente. Le satisfait ou remboursé, c'est déjà une bonne base, mais réfléchissez à si vous pouvez faire mieux. Cherchez vraiment la meilleure offre et la meilleure promesse que vous pouvez faire à vos clients. Faites ça et vos ventes explosent. Et ça nous amène au numéro 20, service et personnalité. Les gens vont oublier ce que vous avez écrit dans votre email, ce que vous avez dit dans votre pub, mais ils n'oublieront pas ce que vous leur avez fait ressentir. Et ça ne se base pas seulement sur votre personnalité, sur votre charisme ou je ne sais quoi. Ça se base surtout sur la façon dont vous les accueillez, dont vous les servez et à quel point l'expérience est agréable, à quel point ils sont surpris de façon positive. Quand j'étais serveur, je bossais dans un groupe de restaurants dans lequel vraiment le client était roi. S'il y avait de l'attente, on offrait un verre, on faisait de notre mieux pour retenir le nom des clients qui venaient 3 ou 4 fois. On leur offrait des cafés et quand ils réservaient avec leur numéro de téléphone, on voyait qui appelait, combien de fois ils étaient venus en gros et qui c'était. Et si par hasard quoi que ce soit se passait mal, on pouvait leur offrir le repas ou payer le pressing quand un serveur pas très doué renverser la totalité de son plateau sur le sublime manteau blanc d'une dame. Bref, c'est avec cette qualité de service qui surprenait et réjouissait les clients que c'était devenu le restaurant le plus à la mode de Bordeaux à ce moment. Donc vous ne devez surtout pas vous demander ce qui est raisonnable et ce que vous devez offrir. Demandez-vous plutôt ce que vous pourriez faire pour que vos clients soient surpris et encore plus satisfaits qu'ils ne devraient l'être. Rendez leur expérience mémorable pour qu'ils aient envie d'en parler, qu'ils vous laissent un avis et que ça vous amène de plus en plus de clients. C'est ce que j'ai fait pour tous mes produits depuis le départ. Et il n'y a rien de plus réjouissant que de voir les clients qui sourient ou qui envoient un message parce qu'ils sont contents de leur achat. Et si vous voulez commencer à appliquer ces stratégies pour obtenir les meilleurs résultats, vous devez commencer par les appliquer au meilleur business model. Et j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous les compare tous pour que vous puissiez choisir celui qui est le plus adapté à votre vie, à vos ambitions et à vos compétences actuelles. Ils y sont vraiment tous. Dropshipping, drop servicing, Amazon, achat-revente sur Vinted, il y a tout. Je vous mets la vidéo ici. Commencez par la première étape, vous allez y arriver.